Ça, c'est du film d'action qui en a dans le ventre. En 2015 sortait The Witch, le premier film d'un nouveau réalisateur qu'on ne connaissait pas, Robert Eggers, avec dedans une actrice qui faisait son premier rôle au cinéma, Anya Taylor-Joy. Depuis, Anya Taylor-Joy a eu la carrière qu'on lui connaît, avec notamment son rôle principal dans Le Jeu de la Dame, une des plus grosses séries Netflix de l'histoire. Et Robert Eggers a lui sorti en 2019 un autre film, The Lighthouse, avec Willem Dafoe et Robert Pattinson que je n'ai pas encore vu. Et 7 ans plus tard, cette année, en 2022, Robert Eggers et Anya Taylor-Joy se retrouvent pour The Northman. I cannot escape my fate. Je précise qu'il n'y aura pas de spoiler dans cette vidéo. Pour ceux qui ont vu le film et qui veulent avoir mon avis en entier, il y aura une partie spoiler à la fin, mais vous inquiétez pas, ce sera indiqué. En attendant, toute la vidéo, je vais faire que citer des éléments qu'on peut éventuellement retrouver dans les bandes annonces, mais rien d'autre. The Northman, rapidement, ça raconte l'histoire du jeune Hamlet, qui était un jeune prince et qui a vu d'un seul coup son village se faire massacrer, son père se faire tuer et sa mère se faire enlever par son oncle qui convoitait le trône. Il a réussi à s'enfuir et bien des années plus tard, alors qu'il est devenu un combattant hors pair, il se trouve qu'il a finalement peut-être ses chances de recroiser la trace de son oncle, qu'il souhaite absolument tuer pour venger son père et sauver sa mère. The Northman, je l'attendais énormément parce que le seul autre film que j'ai vu de ce réalisateur, c'est The Witch. Et connaissant The Witch, je me disais, s'il fait un film sur les Vikings, ça risque d'être assez sanglant. The Witch, c'est pour moi un des meilleurs films d'horreur de ces dernières années, que ce soit grâce à cette atmosphère moyenâgeuse et très fébrile. Cette violence dans le film qui n'hésitait pas à être vraiment crue. Ou alors la main de cette sorcière qui sort de cette porte dans la forêt pour aller caresser un jeune homme perdu. Il y a tout qui me terrifiait dans The Witch. Il avait réussi à créer une atmosphère complètement terrifiante et donc le voir faire un film de vikings, c'est pas vraiment des vikings mais c'est un peu le même genre, et il y a tout qui me hypait. On va pas passer par 4 chemins, oui, j'ai adoré The Northman. Je suis désolé d'ailleurs pour la prononciation vraiment bof du nom du film. C'est pile ce que j'attendais, c'est même encore mieux sur pas mal de points comparé à ce que j'attendais, et c'était un bonheur et je vais essayer de vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Le seul défaut qui pour moi est assez significatif pour qu'il me gêne, c'est que vers les 3-4 dixièmes du film, donc un peu avant le milieu, mais pas complètement dans l'intro non plus. Il y a un petit moment de creux, le rythme se baisse vraiment. Je pense que c'est dû au scénario parce que à ce moment-là du film, l'histoire prend une tournure qu'on connaît déjà en fait. Ça répète un schéma hyper classique avec des personnages qu'on connaît et des enjeux qu'on a déjà vu plein de fois dans plein de films. Et en plus de ça, à côté, il y a un peu une baisse de rythme de la violence, c'est un peu plus calme, c'est moins sanglant à ce moment-là. Et du coup, pendant le film, ça m'a assez inquiété et je me suis même ennuyé pendant ces moments. Et puis, ça continue doucement, ça regagne un petit peu pas en intensité, mais en intérêt, mais c'est toujours un peu, on sait ce qui va se passer finalement. Et il y a, sans spoiler, un dialogue à un moment qui change tout le film, tous ses enjeux, et là ça repart jusqu'à la fin, mais c'est n'importe quoi. Parce que oui, vraiment, le film, déjà toute l'intro est incroyable, même un peu après l'intro, ça continue d'être formidable. Après, il y a ce moment de creux, après ça reprend un petit peu doucement, et toute la fin, c'est grandiose. J'y reviendrai plus en détail dans la partie spoiler. Pour cette partie, je vais rien dire de plus pour pas spoiler. The Northman, c'est tout ce que j'aime cinématographiquement parlant. C'est pile les plans que j'aime, les cadrages que j'aime. C'est assez large, on voit plein de choses, c'est hyper riche à chaque fois. C'est aussi la symétrie que j'aime. Je pense par exemple au premier plan du film qui est un plan sur la mer, simple. La caméra fait pile un angle parfait et après on arrive pile sur l'île qui rentre parfaitement dans le cadre, etc. Moi c'est tout ce que j'aime, ça me suffit amplement. Now, behold. Il y a aussi énormément de plans séquences. Les scènes sont souvent en une seule prise. Et là aussi, je pense à une scène qui est peut-être la meilleure scène
de cinéma que j'ai pu voir cette année, pour l'instant. C'est une scène, c'est pas un spoiler, c'est dans la bande-annonce, etc., où il y a une attaque de village. Et le plan, je crois pas me souvenir qu'il y ait de coupures, en tout cas s'il y en a, c'est des fausses coupures, enfin ça nous donne l'impression que c'est un vrai plan séquence du début à la fin. Ça commence, on voit le village tranquillement, et puis on voit les ennemis qui arrivent, ils rentrent dans le village, ils massacrent dans le village, ils se déplacent dedans, etc. Ça dure longtemps, c'est un chemin hyper compliqué à faire, c'est une scénographie formidable, et tout tient en un seul plan, ou en tout cas encore une fois nous donne l'impression que c'est tout en un seul plan, et c'est magnifique, mais vraiment magnifique. Parce qu'en parlant aussi de juste beauté de l'image, il y a plein de trucs où c'est très dans la mythologie nordique, j'y reviendrai un peu plus tard, et du coup il y a plein de moments qui sont un peu exprès irréels, un peu de l'ordre de la magie, mais c'est pas inclus dans la vraie vie, mais plutôt dans tout ce qui est les rêves, les pensées, etc. Et du coup, il y a plein de moments un peu folkloriques où le réal, il peut se faire plaisir et tout fonctionne, tout est super beau, c'est jouissif. Quand je vous disais aussi que cinématographiquement c'était tout ce que j'aime, il en va aussi de la violence du film. Parce que évidemment, en nous parlant de cette époque, il est obligé de nous parler de la violence qu'il y avait. Et ça suit un personnage qui est en quête de vengeance, donc évidemment qu'il va y avoir des combats, il va y avoir des choses horribles. Et ce que j'aime beaucoup, et c'est aussi ce que j'aimais beaucoup dans The Witch, c'est qu'en fait c'est des époques où c'était crade, vous voyez. C'était pas joli à voir, c'était pas propre, c'était affreux en fait, c'était horrible. Et ça, Robert Eggers, il n'hésite pas à le retranscrire à 100% à l'image. Parce que oui, le film est vraiment violent. Je vous rassure, il n'y a pas non plus de trucs hyper viscéral, hyper gore qui peuvent déranger. Mais si vous aimez pas la violence et si vous aimez pas le sang, passez votre chemin. Mais vraiment, on passe d'un transperçage de tête hyper lent à, par exemple, un frappage de crâne extrêmement violent jusqu'au bout, jusqu'à la mort du personnage, ou encore on peut passer également à de simples tranchages d'enfants. Parce que oui, j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos de l'année dernière, les enfants, ça peut mourir, ce sont des êtres vivants tout comme les adultes, et du coup les épargner dans les films, c'est juste mentir en fait, c'est juste ne pas retranscrire la réalité. Et du coup, un enfant qui meurt, c'est évidemment atroce, et du coup quand on voit ça dans un film, c'est que souvent le réalisateur il assume de vraiment retranscrire la réalité et de pas se poser de barrières, ne pas se poser de limites. Alors rien à voir avec le tranchage d'enfants, mais plutôt juste sur la violence. Par exemple cette année, encore une fois j'en parle beaucoup de ce film, on avait deux Batman, et deux Batman, ce qui est super triste et ce qui est avec le recul le plus gros défaut que je reproche au film, c'est qu'il est super soft malgré son ton super violent. Un exemple où Batman éclate le visage de quelqu'un au sol. On va pas voir cette violence, on va pas voir de sang, et même après quand on va voir le visage du mec éclaté, bah en fait il sera juste rouge ou un peu rouge, voilà, y a rien de ouf. Alors que c'est pas comme ça la réalité. Quand on éclate le crâne de quelqu'un, le crâne il est éclaté, et du coup c'est polir le truc, c'est embellir la chose, c'est ne pas montrer vraiment la violence. Alors qu'il y a cette violence. Dans Batman, il aurait pu juste faire le choix de pas intégrer de violence, mais le fait qu'il l'embellisse, bah du coup ça fait l'effet inverse, je trouve. Alors que dans The Northman, qui est du coup interdit aux moins de 12 ans, contrairement à Batman, parce que c'est aussi pour ça que dans Batman, il n'y a pas la violence, c'est pour éviter d'avoir des interdictions pour les plus jeunes, pour que tout le monde puisse aller le voir, pour engranger plus d'argent derrière. Dans The Northman, quand un crâne se fait éclater, on voit du sang sur le mec qui gicle, on voit un nez coupé avec le sang qui gicle, on voit un poney qui se fait trancher la gorge avec du sang qui sort encore de son cou, qu'on vient récupérer, enfin c'est que des trucs quand même assez trash, même si encore une fois il n'y a pas non plus de trucs qui peuvent profondément déranger, c'est-à-dire que c'est le maximum qu'on a, c'est du sang quoi. Et donc The Northman pour moi c'est l'exemple de assumer un propos jusqu'au bout et de ne pas se mettre de barrière. C'est jouer avec les limites et c'est retranscrire une réalité sans essayer de la cacher ou de la polir pour que ça passe mieux aux yeux d'un grand public. À part tout ça, il y a aussi les acteurs et les actrices que j'ai trouvé absolument géniaux et génial tout le long. Ça va des petits rôles ou des rôles qu'on voit pas beaucoup comme ceux d'Ethan Hawke ou Willem Dafoe. Ethan Hawke que j'adore et Willem Dafoe qui est encore plus fou que d'habitude, parce que d'ailleurs il joue littéralement le fou du roi. Mais ça va aussi jusqu'aux rôles principaux comme Alexander Skarsgård, je sais pas du tout comment prononcer son nom, qui arrive tout aussi bien à jouer la bête dénuée d'âme et de sentiments. I am Hamlet the Beowulf, son
of King Arvan and Warraven, and I am his vengeance! Que le mélancolique brisé jusqu'au fond, jusqu'au très fond de son âme. Mais il y a aussi par exemple Nicole Kidman qui a des dialogues vraiment poignants qu'elle maîtrise à la perfection, sans oublier la majestueuse Anya Taylor-Joy qu'on ne présente plus. Elle est vraiment de plus en plus géniale avec le temps, alors que déjà dans The Witch, elle était excellente. Sam? Mais là, elle va encore plus à fond, elle arrive vraiment à se lâcher et à avoir des performances à des moments qui sont complètement folles, mais genre littéralement folles quoi. Parce que oui, ça c'est un truc aussi que j'adore chez ce réalisateur, que ce soit dans The Witch ou dans The Northman. Et comme je l'ai dit au début, je cite pas The Lighthouse parce que je l'ai pas vu, mais de ce que je sais, des petites images que j'ai vues, apparemment c'est un peu pareil dedans. Mais bref, en tout cas, dans The Witch et dans The Northman, il y a des scènes où si on les sort de son contexte et qu'on les montre comme ça vierges à quelqu'un, elles vont paraître extrêmement ridicules. Ça crie, ça surjoue, ça se mouvoie bizarrement, c'est vraiment de l'ordre du ridicule. Mais dans le contexte du film, quand c'est intégré à l'histoire, ça marche super bien et même à certains moments, ça transcende. Il va tellement loin dans ses délires qu'on y croit et qu'on finit par s'immerger totalement dedans. Je pense notamment à The Northman, sans spoil, une scène autour d'un feu où ça crie comme des loups et vraiment c'est des gros mecs avec des muscles qui crient au bord d'un feu comme des loups, c'est comme des bêtes enragées, c'est ridicule. Mais dans le contexte du film, ça fonctionne parce que il arrive à rendre crédible cette époque. Il arrive à nous faire croire à ces personnages, il y va à fond, c'est assumé, et ça fonctionne, et c'est génial, c'est rare ce genre de proposition. Il y a aussi dans ce film un truc auquel je pensais pendant ma séance, puis juste tout à l'heure, mon père m'a fait la réflexion, et j'ai même vu un post Instagram qui en parlait. Il y a une forte ressemblance avec Midsommar. Alors attention, c'est pas du tout de l'ordre du plagiat ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire que c'est radicalement différent. C'est juste qu'il y a certaines images ou certaines ambiances ou de façon de retranscrire tout ce qui est différentes religions, cultures, etc. de ce qu'on peut connaître. Les deux films sont vraiment similaires là-dessus. Alors est-ce que c'est le hasard ou est-ce que Robert Eggers a été un petit peu influencé par Midsommar? Je ne sais pas si c'est ça, je sais pas si je m'invente des trucs, mais j'ai envie de croire que Midsommar, un des meilleurs films qui n'a jamais été fait, est en train d'influencer les autres films de genre. Je précise, quand je dis un des meilleurs films qui a jamais été fait, c'est selon moi, parce que Midsommar est dans le top 5 de mes films préférés. Et vraiment, c'est un film où quand il est sorti, ça en parlait pas énormément, et plus le temps passe, plus il y a de monde qui regarde ce film, plus il commence à vraiment y avoir une impact. Impact, du coup, qu'on peut ressentir un petit peu dans The Northman. Et ça me rend profondément heureux parce que Midsommar, pour moi, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire dans les films de ce genre. Et donc voir que ça a des conséquences, moi, ça me rend profondément heureux. Alors juste avant, j'ai employé le terme film de genre, et je vais préciser quand même, si jamais il y en a qui voient pas ce que c'est. C'est un terme qui est assez critiqué parce que sur le papier, il veut rien dire, parce que film de genre, bah, tous les films ont un genre, que ce soit une comédie musicale, un film d'amour, etc. Mais on utilise du coup l'expression film de genre pour parler des films qui appartiennent à 4 genres, qui sont les thrillers, le fantastique, la science-fiction et l'horreur. Et donc du coup, ce sont un peu tous les films qui sont souvent de niche, pas très grand public, qui ont souvent des propositions assez barrées. Et bah, c'est pour moi mes films préférés parce que vraiment, le fantastique, la science-fiction et l'horreur, c'est tout ce que je préfère. Et du coup, encore une fois, si Midsommar a pu avoir une influence sur les films de genre qui sont en train d'arriver et qui vont arriver, bah moi je suis refait. Et du coup, pour finir, je vais parler de l'aspect très mythologique, très de ces religions nordiques de l'époque qui sont vraiment très présentes dans ce film. Je l'ai pas dit plus tôt, mais le film se passe dans les années 800 et très dans le nord, donc l'Islande, etc. Et j'y connais rien. Vraiment rien à ces religions de l'époque, à ces croyances, etc. Mais de ce que je sais un petit peu et de ce que j'ai pu voir un petit peu après sur les réseaux, c'est quand même vraiment bien retranscrit, vraiment bien travaillé et recherché, que ce soit dans les personnages, dans ce qui est dit, etc. Et en tout cas, j'espère que c'est vraiment
bien fait tout ça parce que c'est très présent dans le film. Encore une fois, il y a beaucoup de scènes qui tournent autour de la magie, de l'irréel, etc. Mais du coup, voilà, en plus de l'aspect juste violent du film, il y a tout un côté très irrationnel qui pourra plaire ou en tout cas intéresser beaucoup de gens. The Northman, c'est vraiment un film qui nous montre les limites de la virilité et de tout ce qui est de l'ordre de la vengeance. Je vais pas vous spoiler la fin, mais vraiment, j'ai trouvé que le propos était extrêmement bien foutu, bien tourné, etc. C'est une expérience de cinéma hallucinante parce que comme dans The Witch, c'est un des trucs que j'ai préféré d'ailleurs dans The Witch, c'est l'ambiance sonore du film. C'est extrêmement bien mixé, il y a des sons qui sont mais terrifiants. Il y a des plans dans The Witch où c'est juste un plan sur la forêt et il y a juste une musique derrière et moi ça me glace le sang alors que c'est rien, c'est juste une forêt et une musique. Comment ça se fait que ça puisse me glacer le sang à ce point ? Et on retrouve ce travail complètement fou dans The Northman, à base de violon ou à un moment de grosses... C'est pas non plus des cordes de contrebasse, mais c'est des trucs, vous voyez, des trucs qui vibrent super fort, qui sont très sombres, très graves, et qui rajoutent vraiment une atmosphère complètement... Là, du coup, c'est pas terrifiant, mais très spécial et très... On n'a pas vraiment envie d'y être, quoi. Et oui, je finis là-dessus. Dans The Witch, un des trucs qui m'avait le plus bluffé, c'était à quel point il arrivait à créer une ambiance hyper atypique, hyper spéciale à son film. Et c'est absolument ce que je voulais retrouver dans The Northman, et c'est ce qu'il a fait. Le film se démarque, le film sort vraiment du lot. C'est une vraie proposition de cinéma extrêmement riche. Il y a énormément de choses intéressantes et diversifiées. Ça va de plans séquences super longs avec une mise en scène à te casser le crâne, à des plans hyper simples sur les visages avec juste des voix, des sonorités qui nous plongent dans un truc qu'on n'a jamais vu. Your fate is set and you cannot escape it. The Northman, c'est vraiment une expérience de cinéma. Si vous pouvez aller le voir en salle, foncez sans hésiter. Parce qu'en plus de ça, c'est super triste, mais le film, il est en train de flopper aux États-Unis, là où il est déjà sorti. Rien que pour soutenir ce genre de cinéma, allez-y. Parce que ça, c'est du film d'action qui démonte. Ça, c'est du film d'action qui en a dans le ventre et qui propose quelque chose de vraiment original, qui a une patte artistique qu'on aime ou pas. Parce que oui, c'est ça qui est fort et c'est ce que je préfère avec ce genre de film, c'est que qu'on aime ou pas, il y a une proposition, il y a quelque chose de différent, il y a une vision, il y a un point de vue, il y a un propos assumé jusqu'au bout. Et c'est pour ça que j'ai adoré The Northman et que c'est pour l'instant largement dans mon top de mes films préférés de cette année. Bon, maintenant on va passer à la partie avec spoiler, où je vais vous citer quelques trucs qui m'ont vraiment plu, notamment vers la fin du film. Donc si vous l'avez pas vu, partez immédiatement et revenez une fois que vous l'aurez vu, parce que vraiment, il faut le voir. Du coup, je vais commencer à partir du dialogue qui pour moi change tout le film. Parce que vous savez, quand je disais au début de ma vidéo que on sait ce qui va se passer dans le film, etc., en fait c'est jusqu'au moment où il va parler à sa mère. Jusqu'à ce moment-là, on se dit, il va sauver sa mère, et puis il va tuer le grand méchant, et ils vont réussir à s'enfuir, et en fait lui il va aller tuer le grand méchant, et il va mourir, etc. et tout. Et en fait, il va parler à sa mère, et elle lui dit que là où il pensait qu'elle s'était fait enlever, en fait elle avait voulu tout ça. Sa mère avait voulu que son père se fasse tuer, c'est elle qui avait demandé ça, et sa mère était même ok pour que le héros, donc son fils, soit tué. Et elle lui dit tout ça, yeux dans les yeux, et c'est mais terrible. Le pauvre, il a voué toute sa vie à nourrir une vengeance, un besoin de sauver sa mère, de venger son peuple, alors que il avait faux depuis le début, tout était qu'une illusion. Il veut absolument sauver l'honneur de son père qui, d'après sa mère, était en fait un connard. Et du coup, il avait voué toute sa vie à vouloir sauver sa mère qui, en fait, est finalement enfin heureuse dans sa vie avec une famille qu'elle aime, un mari qu'elle aime, et voilà. Et du coup, ce moment-là est horrible parce que ça change tous les enjeux et ça, pour moi, ça décrédibilise vraiment tout ce qui est de l'ordre, encore une fois, de la virilité et de tous ces concepts de merde qui sont de l'ordre de la vengeance, etc. Tout ce qu'il a fait servait à rien, il a nourri un truc qui était complètement inutile et faux, quoi. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça extrêmement fort, ça m'a passionné, c'était vraiment le point clé dans le film où tout est devenu absolument génial et gigantesque, formidable.
jamais vu, grandiose. Bon, peut-être j'en fais un peu trop. Un autre truc dans la partie spoiler que j'ai beaucoup aimé, c'est tout moment où il se fait arrêter et où il est accroché et qu'on voit, il y a un plan sur son visage en sang avec son oncle qui le torture, enfin si, qui le torture, littéralement qui le torture, qui le frappe, etc. Et du coup, il y a un super joli cadre, super joli du coup bof, parce que c'est sur lui qui est complètement ensanglanté. Il a un œil au beurre noir, il a du sang partout, mais du sang vraiment, ça... Bon, j'ai rarement été confronté à voir autant de sang, mais ça semble tellement réel. Il a l'air, mais tellement mal à ce moment-là. Et du coup, bah, ça c'est horrible, ça c'est un des trucs que j'ai adoré dans ce qui concerne la violence du film. Et du coup, après ça, il y a les corbeaux qui le libèrent, et il y a un plan où on le voit, où c'est le moment où en fait, il croit que ça y est, il part pour le royaume après la mort, etc. Et du coup, on le voit allongé sur le cheval avec une personne de cette mythologie dont je ne pourrais pas vous citer le nom. Et du coup, il y a un plan hyper large où on voit le cheval qui traverse une plaine la nuit. Et à ce moment-là, il y a une musique extrêmement pas épique, mais qui, moi, m'a profondément bousculé. Et ce plan de lui sur le cheval, à moitié mort, etc., avec cette personne qui est venue le sauver, bon, encore une fois, c'est dans son rêve, mais en même temps, en parallèle, il se faisait vraiment sauver par le personnage d'Anya Taylor-Joy. Et du coup, toute cette scène, toute cette séquence, moi, ça m'a vraiment foutu les frissons. J'étais super ému, j'ai vécu des grandes sensations devant ce film. Et après, il y a tout ce truc qui... Oh, non, ça pour moi, c'est le meilleur truc du film. C'est tout le moment où du coup, il a retrouvé Anya Taylor-Joy et ils s'en vont tous les deux. Ils vont sur un bateau et ça y est, le mec dit « En fait, ça sert à rien de le tuer, c'est complètement con. » Autant ça y est, on est libre, autant qu'on parte tous les deux et qu'on vive notre vie de famille, etc. et qu'on soit heureux. Et là, du coup, il y a un plan à ce moment-là, un plan assez large de eux sur le bateau. On les voit tous les deux en train de regarder l'horizon, ils sont collés, etc. Et à ce moment-là, il y a un truc qui m'a paru super bizarre. Je comprenais pas tout de suite ce qui se passait, mais en fait, à ce moment-là, la luminosité du film, en tout cas, j'ai l'impression, je suis quasiment sûr de ce que j'affirme, la luminosité est devenue beaucoup plus grande. Tout le film était assez sombre avec un filtre un peu gris, etc. Et là, à ce moment-là, et d'ailleurs, le film joue beaucoup sur ça. Il y a plein de moments qui sont beaucoup plus gris que d'autres. Il y a des moments où il y a même presque plus de couleurs. Et du coup, ce plan où on les voit sur le bateau, il est super lumineux. Et c'est le moment où vraiment on se dit, ça y est, il peut souffler, il a une famille, il s'est pas vengé, il a pas cédé à cette fierté nulle de vengeance, de virilité, etc. Ça y est, il est heureux, il va pouvoir vivre une belle vie. Et là, toujours avec cette luminosité un peu plus forte, il parle avec Anya Taylor-Joy. Et là, il découvre qu'il va avoir des enfants, etc. Donc on est trop heureux, ça y est, il va fonder cette famille qu'il voulait tant. Il a enfin trouvé quelqu'un qui le fait vivre, qui le fait le rendre heureux, etc. Et là, il se dit, mais en fait, on peut pas avoir d'enfants tant que mon oncle est encore vivant, parce que s'il l'apprend, bah, il va vouloir les tuer. Et là, la luminosité rebaisse, on retourne sur les mêmes teintes que tout le reste du film, et bah, c'est le moment où il signe son arrêt de mort. C'est le moment où en fait, il va retrouver ce truc qui le quittera jamais, qui est ce truc bah, encore une fois, de virilité, etc. Et du coup, il retourne tuer tout le monde, affronter son oncle et laisser sa femme et ses deux enfants seuls pour des histoires qu'il avait enfin réussi à éviter et dont en fait il pourra jamais s'échapper. Et après il y a tout le combat final qui m'a beaucoup fait penser évidemment au combat de Star Wars 3, au combat entre Anakin et Obi-Wan au milieu de la lave, etc. Là c'est pareil, c'est les deux au milieu de la lave avec des épées et tout. Et il y a le moment où ils meurent, j'ai trop aimé le fait qu'ils meurent ensemble. Et du coup, là, ils s'effondrent. Et qu'est-ce qu'on voit ? Bah, je crois qu'il sourit en fait, ça y est, il a pu se venger, il a pu protéger ses enfants, et on voit une larme qui coule. Et du coup, bah, je pense que vous vous rappelez, au début du film, quelqu'un récupère sa larme, je crois que c'est le personnage de William Dafoe, ou son père, je sais plus, il récupère sa larme et dira tu pleureras plus jamais, etc. Et en fait, depuis ce moment-là, il a plus jamais réussi à pleurer, plus jamais réussi à exprimer d'émotions, il était juste un amas de muscles, de haine, de colère, etc. Et au moment de sa mort, il peut se libérer, il lâche sa première larme depuis son enfance, depuis tous les événements horribles qui sont passés, et enfin il est libre. Et là du coup il y a toute la dernière scène où cette fois vraiment il est sur le cheval avec encore cette personne de la mythologie que je connais pas, et il va vers la mort, ça y est, il est prêt. Et du coup voilà, il meurt en tant qu'homme qui a réussi à quand même à fonder une famille, à trouver l'amour, à trouver quelqu'un qui lui fait ressentir des choses, et il lâche une dernière larme qui veut dire que
ça y est, il n'est plus le monstre sans âme qu'il a été pendant des années. Il est enfin un humain et il peut mourir en paix. Bref, voilà, ça y est, ma vidéo est terminée. C'est beaucoup plus long que ce que je pensais. Je vais encore passer des heures sur le montage. Je vais faire un petit truc. J'espère que ça durera pas plus de 10 minutes. Il y a que vous qui pouvez le savoir à ce moment-là. Mais là, j'en suis à 48 minutes d'enregistrement, donc je pense que ça fera plus de 10 minutes. En tout cas, The Northman, c'est vraiment génial. En tout cas, si vous êtes là, c'est que vous avez sûrement regardé la partie spoiler, donc que vous avez sûrement déjà vu le film. Mais bref, j'ai adoré, c'est clairement dans mon top de l'année. Je suis trop content, j'ai pas été déçu. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé, merci de m'avoir écouté. Bisous!